D'habitude, j'ai quelque chose à vous dire. Mais je souhaiterais, comme ça, aujourd'hui, je souhaiterais parce que, comme ça, j'ai une occasion. C'est le jour de mon anniversaire. Je souhaiterais que je puisse vérifier si je sais ce que je dis. Malgré tout, dire ça vise à être entendu. Je voudrais vérifier en somme si je ne me contente pas de parler pour moi, comme tout le monde le fait, bien sûr. Si l'inconscient a un sens, c'est bien ça. Je dis si l'inconscient a un sens. Je préférerais donc que aujourd'hui quelqu'un, je ne demande pas des merveilles, enfin, n'est-ce pas? Je ne demande pas du tout que l'étincelle jaillisse. J'aurais aimé sans doute que quelqu'un écrive quelque chose qui en somme justifierait cette peine que je me donne depuis environ 22 ans, un peu plus. La seule façon de le justifier, ça serait que quelqu'un invente quelque chose qui puisse à moi me servir. Je suis persuadé que c'est possible. J'ai inventé ce qui s'écrit comme le réel. Naturellement, il ne suffit pas de l'écrire réel, parce que pas mal de gens l'ont fait avant moi. Mais ce réel, je l'ai écrit sous la forme de ce qu'on appelle le nœud borroméen, qui n'est pas un nœud, qui est une chaîne ayant certaines propriétés. Et sous la forme minimale, sous laquelle
j'ai tracé cette chaîne, il en faut au moins 3. Le réel, c'est ça. C'est ça qui consiste à appeler un de ces 3 réel. Ça veut dire là qu'il y a 3 éléments et que ces 3 éléments, en somme, tels qu'ils sont dits, noués, en réalité enchaînés, font métaphore. Ça n'est rien de plus, bien sûr, que métaphore de la chaîne. Comment se peut-il qu'il y ait une métaphore de quelque chose qui n'est que nombre? Cette métaphore, on l'appelle, à cause de ça, le chiffre. Il y a un certain nombre de façons de tracer ces chiffres. Enfin, la façon la plus simple, c'est celle que j'ai appelée du trait unaire. Faire un certain nombre de traits ou de points d'ailleurs, et ça suffit à indiquer un nombre. Il y a quelque chose d'important, c'est que ce qu'on appelle l'énergétique, ça n'est rien d'autre que la manipulation d'un certain nombre de nombres. Un certain nombre de nombres d'où on extrait un nombre constant. C'était ça à quoi Freud, se référant à la science telle qu'on la concevait de son temps, à quoi Freud se référait, c'est-à-dire qu'il n'en faisait qu'une métaphore. L'idée d'une énergétique psychique, il ne l'a jamais vraiment fondée. Il n'aurait même pas pu en tenir la métaphore. En tenir la métaphore avec quelque vraisemblance. L'idée d'une constante, par exemple, liant le stimulus à ce qu'il appelle la réponse, est quelque chose de tout à fait insoutenable. Dans la métaphore de la chaîne, je dis que la chaîne borroméenne, je dis que j'ai inventé quelque chose.
Qu'est-ce que c'est qu'inventer? Est-ce que c'est une idée? Ceci ne vous empêche pas quand même d'essayer dans un instant de me poser une question qui me récompense. Qui me récompense, non pas de l'effort que je fais pour l'instant, parce que justement, ce que je pense pour l'instant, c'est que ce que je vous dis pour l'instant n'a pas beaucoup de chance d'obtenir une réponse. Est-ce que c'est une idée, cette idée de réel? J'entends telle qu'elle s'écrit dans ce qu'on appelle le nœud borroméen, qui, je le souligne, est une chaîne. C'est pas une idée. C'est pas une idée qu'ils soutiennent, parce que c'est en somme là qu'on touche que l'idée qui vient comme ça, l'idée qui vient quand on est couché, parce qu'en fin de compte c'est ça, l'idée au moins réduite à sa valeur analytique, c'est une idée qui vous vient quand on est couché. Qu'on soit couché ou debout, l'effet de chaîne qu'on obtient par l'écriture ne se pense pas aisément. Je veux dire que, à mon expérience tout au moins, il n'est pas du tout aisé de dire comment une chaîne composée d'un certain nombre d'éléments, même à les réduire à 3, ça ne s'imagine pas facilement. Ça ne s'écrit pas facilement. Et il vaut mieux y être rompu d'avance pour être sûr de réussir à en donner l'écriture. C'est très exactement ce dont vous avez eu 1000 fois le témoignage par moi-même dans les erreurs, enfin, les lapsus de plume que j'ai faites 100 fois devant vous en essayant de faire quoi? De faire une écriture qui symbolise cette chaîne. Je considère que d'avoir énoncé sous la forme d'une écriture le
réel en question a la valeur de ce qu'on appelle généralement un traumatisme. Non pas que c'était ma visée de traumatiser quiconque, surtout mes auditeurs, auxquels je n'ai aucune raison, enfin, d'en vouloir au point de leur causer ce qu'on appelle généralement un traumatisme. Disons que c'est un forçage d'une nouvelle écriture. Une écriture qui, par métaphore, a une portée qu'il faut bien appeler symbolique. C'est un forçage d'un nouveau type, si je puis dire, d'idée, qui n'est pas une idée qui fleurit en quelque sorte spontanément du seul fait de ce qui fait sens, en somme, c'est-à-dire de l'imaginaire. Ce n'est pas non plus que ce soit quelque chose de tout à fait étranger. Je dirais même plus, c'est ça qui rend sensible, qui fait toucher du doigt, mais de façon tout à fait illusoire, ce que peut être ce qu'on appelle la réminiscence. La réminiscence consiste à imaginer à propos de quelque chose qui fait fonction d'idée, mais qui n'en est pas une. On s'imagine qu'on se la réminisce, si je puis m'exprimer ainsi. C'est en ça que les deux fonctions sont distinguées dans Freud, parce que il avait le sens des distinctions. C'est en ça que la réminiscence est distincte de la remémoration. La remémoration, c'est évidemment quelque chose que Freud a tout à fait forcé, qu'il a forcé grâce au terme impression. Il supposait que dans le système nerveux, il y avait des choses qui s'imprimaient. Et ces choses qui s'imprimaient dans le système nerveux, il les pourvoit de l'être, ce qui est déjà trop dire. Parce qu'il n'y a aucune raison
qu'une impression se figure comme ce quelque chose de si déjà éloigné de l'impression qu'est une lettre. Parce que une lettre, il y a déjà un monde entre une lettre et un symbole phonologique. L'idée dont Freud porte le témoignage dans l'esquisse, en figurant par des réseaux, bien sûr, que ces réseaux, c'est peut-être ce qui m'a incité à leur donner une nouvelle forme plus rigoureuse. C'est-à-dire à faire de ces réseaux quelque chose qui s'enchaîne au lieu de simplement stresser. La remémoration, à proprement parler, c'est faire entrer, et c'est certain que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je pense que je vous en ai donné le témoignage, ce n'est pas facile de faire entrer la chaîne ou le nœud dit mis sous le patronage des Borromées. C'est pas facile de les faire entrer dans ce qui est déjà là. Les lapsus que j'ai faits, fréquents, en essayant de les tracer sur quelque chose comme ce bout de papier, en sont la preuve. Quelque chose qui est déjà là et qui se nomme le savoir. J'ai essayé d'être rigoureux en faisant remarquer que ce que Freud supporte comme l'inconscient suppose toujours un savoir, et un savoir parlé comme tel. C'est le minimum que suppose le fait que l'inconscient puisse être interprété. Il est entièrement réductible à un savoir. Après quoi, il est clair que ce savoir exige au minimum deux supports, n'est-ce pas, qu'on appelle termes, en les symbolisant de lettres. D'où mon écriture du savoir comme se supportant de S, non pas à la deuxième puissance, de S avec cet indice qui le supporte, cet indice d'un petit 2 dans le bas,
ça n'est pas le S au carré, c'est le S supposé être 2. La définition que je donne de ce signifiant comme tel, que je supporte du S indice 1, c'est de représenter un sujet comme tel et de le représenter vraiment. Vraiment veut dire dans l'occasion, conformément à la réalité. Le vrai est dire conforme à la réalité. La réalité qui est dans l'occasion ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment. Mais ce qui fonctionne vraiment n'a rien à faire avec ce que je désigne du réel. C'est une supposition tout à fait précaire que mon réel, il faut bien que je me le mette à mon actif, que mon réel conditionne la réalité de votre audition, par exemple. Il y a là un abîme qui est loin dont on est loin de pouvoir assurer qu'il se franchit. En d'autres termes, l'instance du savoir que Freud renouvelle, je veux dire rénove, sous la forme de l'inconscient, est une chose qui ne suppose pas du tout obligatoirement le réel dont je me sers. J'ai véhiculé beaucoup de ce qu'on appelle choses freudiennes. J'ai même intitulé une chose que j'ai écrite La chose freudienne. Mais dans ce que j'appelle le réel, j'ai inventé quelque chose, non pas parce que ça s'est imposé à moi. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent comment, et à quel moment a surgi, ce fameux nœud qui est de tout ce qu'il y a de plus figuratif. C'est le maximum qu'on puisse en figurer, de dire qu'à l'imaginaire et au symbolique, c'est-à-dire à des choses qui sont très étrangères, le réel, lui, apporte l'élément qui peut les faire tenir ensemble. C'est quelque chose dont je peux dire que je le considère
comme n'étant rien de plus que mon symptôme. Je veux dire que si tant est que y ait ce qu'on puisse appeler une élucubration freudienne, c'est ma façon à moi de porter à son degré de symbolisme au second degré. C'est dans la mesure où Freud a articulé l'inconscient que j'y réagis, mais déjà nous voyons là que c'est une façon de porter le symptôme lui-même au second degré. C'est dans la mesure où Freud a vraiment fait une découverte et a supposé que cette découverte soit vraie, qu'on peut dire que le réel est ma réponse symptomatique. Mais la réduire à être symptomatique n'est évidemment pas rien. La réduire à être symptomatique, c'est aussi réduire toute invention au symptôme. Changeons de place à partir du moment où on a-t-on une mémoire? Peut-on dire qu'on ne fasse plus à dire qu'on l'a que d'imaginer qu'on l'a, d'imaginer qu'on en dispose? Je voudrais dire qu'on en dispose. On a à dire. Et c'est en quoi la langue appelée la anglaise, a toutes sortes de ressources. I have to tell. J'ai à dire. C'est comme ça qu'on traduit, c'est d'ailleurs un anglicisme. Mais qu'on puisse dire non seulement have, mais O, A-W-E, I owe to tell, donne le glissement, j'ai à dire devient je dois dire, et qu'on puisse dans cette langue mettre l'accent sur le verbe de façon telle qu'on puisse dire I do make. J'insiste en somme sur le fait que par ce making il n'y a que fabrication, qu'on puisse également séparer la négation sous cette forme que on dise I don't, ce qui veut dire
je m'abstiens de faire quelque chose. I don't talk. Je ne choisis pas de parler. Parler quoi? Dans le cas de Joyce, c'est le gaélique. Ceci suppose, implique qu'on choisit de parler la langue qu'on parle effectivement. En fait, on ne fait que s'imaginer la choisir. Et ce qui résout la chose, c'est que cette langue, en fin de compte, on la crée. On crée une langue pour autant qu'à tout instant, on lui donne sens. Il n'est pas réservé aux phases où la langue se crée. À tout instant, on donne un petit coup de pouce, sans quoi la langue ne serait pas vivante. Elle est vivante pour autant qu'à chaque instant on la crée. C'est en cela qu'il n'y a pas d'inconscient collectif, qu'il n'y a que des inconscients particuliers, pour autant que chacun, à chaque instant, donne un petit coup de pouce à la langue qu'il parle. Donc il s'agit pour moi de savoir si je ne sais pas ce que je dis comme vrai. C'est à chacun de ceux qui sont ici de me dire comment vous l'entendez. Et spécialement sur ceci que quand je parle, parce qu'après tout, ce n'est pas sûr que ce que je dis du réel soit plus que de parler à tort et à travers. Dire que le réel est un symptôme n'empêche pas que l'énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure le soit moins. Quel serait le privilège de l'énergétique si ce n'est que on l'a à condition de faire les bonnes manipulations, les manipulations conformes à un certain enseignement mathématique, on trouve toujours un nombre constant. Mais on sent bien à tout instant ce qu'il peut, que c'est une exigence, si on peut dire, préétablie. C'est-à-dire que il faut qu'on obtienne la constante et que c'est ça qui constitue en soi l'énergétique. C'est que il faut trouver un truc pour trouver la constante. Le truc convenable, celui qui réussit, est supposé
conforme à ce qu'on appelle la réalité, mais je fais distinction de cet organe, si je puis dire, de cet organe qui n'a absolument rien à faire avec un organe charnel. Je fais tout à fait distinction de cet organe par quoi imaginaire et symbolique sont, comme on dit, noués. Je fais tout à fait distinction de ce supposé réel par rapport à ce qui sert à fonder la science de la réalité. Le réel dont il s'agit est illustré par ce nœud mis à plat, est illustré du fait que dans ce nœud mis à plat, j'y montre un champ comme essentiellement distinct du réel, qui est le champ du sens. À cet égard, on peut dire que le réel a et n'a pas un sens au regard de ceci, c'est que le champ en est distinct, que le réel n'ait pas de sens, c'est ce qui est figuré dans ceci, c'est que le sens est là, et que le réel, c'est là, et qu'ils ne sont pas, ils sont distincts comme le champ de la vie. Le frappant est ceci, c'est tout. Le symbolisme distinct et spécialisé, si l'on peut dire, comme trou. Mais que le vrai trou est ici. Il est ici où se révèle que il n'y a pas d'autre de l'autre, que ça serait là la place même que le sens, c'est l'autre du réel, que ça serait là sa place, mais qu'il n'y a rien de tel. À la place de l'autre, il n'y a aucun ordre d'existence. C'est bien en quoi je veux penser. Le réel, lui non plus, est en suspens, si l'on peut dire,
que le réel peut être ce à quoi je l'ai réduit sous forme de question, à savoir être une réponse à l'élucubration de Freud, dont on peut dire que tout de même elle répugne à l'énergétique, qu'elle est tout à fait en l'air au regard de cette énergétique, et que la seule conception qui puisse y suppléer à la dite énergétique, c'est celle que j'ai énoncée sous le terme de réel. Voilà, je m'en vais. Si la psychanalyse est un symptôme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos baptêmes, si la psychanalyse me pose-t-on comme question, est un symptôme? Je n'ai pas dit que la psychanalyse était un symptôme. Est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos baptêmes, ce n'est pas déchiffré, avec la conséquence d'en dissiper la signification? Je ne pense pas que la psychanalyse soit un symptôme. Je pense que la psychanalyse est une pratique dont l'efficacité, malgré tout tangible, implique que je fasse ce qu'on appelle mon nœud, n'est-ce pas, à savoir ce nœud triple, implique ceci pour moi. Et c'est en ça que je suspends cet abord de ce tiers qui se distingue de la réalité et que j'appelle le réel. C'est en ça que je peux pas dire je pense, puisque c'est une pensée encore tout à fait fermée, c'est-à-dire au dernier terme énigmatique. La distinction du réel par rapport à la réalité est quelque chose dont je ne suis pas sûr que ça se confonde avec, je dirais, la propre valeur que je donne au terme réel. Le réel étant dépourvu de sens, je ne suis pas sûr que le sens de ce réel ne pourrait pas s'éclairer d'être tenu pour rien moins que symptôme. C'est là à la question qui m'est posée,
je réponds, c'est dans la mesure où je crois pouvoir de quelque chose qui est une topologie grossière, supporter ce qui est en cause, à savoir la fonction même du réel comme distingué par moi de ce que je crois pouvoir tenir avec certitude parce que j'en ai la pratique, du terme d'inconscient, n'est-ce pas? C'est dans cette mesure et dans la mesure où l'inconscient ne va pas sans référence au corps, que je pense que la fonction du réel peut en être distinguée. Si selon la Genèse, je vous lis les choses que on a eu la bonté de m'écrire, ce qui n'est pas plus mal qu'autre chose, étant donné ce que j'ai dit, que le réel tient à l'écriture. Si selon la Genèse traduite par André Chouraki, Dieu créa à l'homme une aide contre lui, qu'en est-il du psychanalyste comme aide contre? Je pense qu'effectivement, le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un symptôme. C'est pas la psychanalyse qui est un symptôme, c'est le psychanalyste. C'est dans ça que je répondrai à ce qui m'avait été posé comme question tout à l'heure, c'est que c'est le psychanalyste qui est, en fin de compte, une aide dont, au terme de la Genèse, on peut dire que c'est en somme un retournement, puisque c'est bien l'autre de l'autre, c'est ce que je viens de définir à l'instant, comme là, le petit trou, que ce petit trou à lui tout seul puisse fournir une aide, c'est justement en ça que l'hypothèse de l'inconscient a son support. L'hypothèse de l'inconscient, Freud le souligne, c'est quelque chose qui ne peut tenir qu'à supposer le nom du Père. Supposer le nom du Père, certes, c'est Dieu, mais c'est dans ça que la psychanalyse de réussir prouve que le nom du Père, on peut aussi bien s'en passer. On peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. Chaque acte de parole, coup de force d'un inconscient particulier, n'est-il pas
chaque acte de parole, coup de force d'un inconscient particulier, n'est-il pas, me pose-t-on la question, n'est-il pas collectivisation de l'inconscient? Mais c'est que si chaque acte de parole est un coup de force d'un inconscient particulier, il est tout à fait clair que, comme nous en avons la théorie, enfin, chaque acte de parole peut espérer être un dire. Et le dire aboutit à ce dont il y a la théorie qui est le support de toute espèce de révolution. Enfin, c'est une théorie de la contradiction. On peut dire des choses très diverses, chacune étant à l'occasion contradictoire, et que de là, il sorte une réalité qu'on présume être révolutionnaire. Mais c'est très précisément ce qui n'a jamais été prouvé. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a du remue-ménage contradictoire que rien ne soit jamais sorti comme constituant une réalité. On espère qu'une réalité en sortira, mais c'est bien ce qui ne s'est jamais avéré comme tel. Quelle limite assignez-vous au champ de la métaphore? Ça, c'est une très bonne question. Ça n'est pas parce que la droite est infinie qu'elle n'a pas de limite, car la question continue par « sont-ils infinis les champs de la métaphore? Sont-ils infinis comme la droite, par exemple ?» Il est certain que le statut de la droite mérite réflexion. Qu'une droite coupée soit assurément finie comme ayant des limites ne dit pas pour autant qu'une droite infinie soit sans limite. C'est pas parce que le fini a des limites qu'une droite infinie, puisqu'elle peut être supposée comme ayant ce qu'on appelle un point à l'infini, c'est-à-dire en somme faisant cercle, ce n'est pas pour autant que la droite suffise à métaphoriser l'infini. Ce que pose comme question
cette question de la droite, c'est justement ceci. C'est que la droite n'est pas droite. Mis à part le rayon lumineux qui semble nous donner, et chacun sait qu'il ne nous donne pas, une image, il ne nous donne pas à condition de le supposer comme il semble bien aux dernières nouvelles d'Einstein, de le supposer flexible. Il s'infléchit, ce rayon lumineux lui-même. Il s'infléchit quoi qu'il donne à la courte portée, enfin, qui est à la nôtre, de courte portée, quoi qu'il donne toute apparence de ne pas l'être, à savoir de réaliser la droite. Comment concevoir une droite qui, à l'occasion, se tord? C'est évidemment un problème que soulève ma question du réel. Elle implique en quelque sorte que on puisse poser des questions comme, mon Dieu, celles que Lénine posait, enfin, à savoir que il est dit, expressément formulé, qu'une droite pouvait être tordue. Il l'a impliqué dans une métaphore qui était la sienne et qui se supportait de ceci, que même un bâton peut l'être, et qu'un bâton étant ce qu'on appelle grossièrement l'image d'une droite, un bâton peut être, du seul fait d'être bâton, tordu, et au même coup en position de pouvoir être redressé. Quel est le sens de se redresser par rapport à l'usage que nous pouvons faire dans le nœud européen qui est déjà aussi présenté? Comme deux droites y intervenant expressément, c'est en effet la question quelle peut être la définition de la droite en dehors du support de ce qu'on appelle à courte portée le rayon lumineux. Il n'y en a aucun autre que ce qu'on appelle le plus court chemin d'un point à un autre, mais comment savoir quel est le plus court chemin d'un point à un autre? Je m'attends toujours à ce que vous jouiez sur les équivoques. Vous avez dit « Yadelin ». Vous nous parlez du réel comme impossible, vous n'appuyez pas sur impossible. À propos de Joyce, vous parlez de paroles imposées, vous n'appuyez pas sur le nom du Père comme imposé. Ça, c'est une chose qui est signée. Qui est-ce qui s'attend toujours à ce que je joue sur les équivoques saintes?
Je ne tiens pas spécialement aux équivoques saintes. Je crois que il me semble que je les démystifie. Il y a de l'un. Il est certain que cet un m'embarrasse fort. Je ne sais qu'en faire, puisque, comme chacun sait, l'un n'est pas un nombre. Et même qu'à l'occasion, je le souligne. Je parle du réel comme impossible dans la mesure où je crois justement que le réel, enfin je crois, si c'est mon symptôme, dites-le moi, où je crois que le réel, il faut bien le dire, sans loi. Le vrai réel implique l'absence de loi. Le réel n'a pas d'ordre. C'est ce que je veux dire en disant que la seule chose que peut-être j'arriverai un jour à articuler devant vous, c'est quelque chose qui concerne ce que j'ai appelé un bout de réel. Que pensez-vous du remue-ménage contradictoire qui s'effectue depuis quelques années en Chine? J'attends, mais je n'espère rien. Le point se définit de l'intersection de trois plans. Peut-on dire qu'il est réel? L'écriture de traits en tant qu'alignement de points, l'écriture, le trait en tant qu'alignement de points sont-ils réels au sens, je suppose que ça doit être écrit au sens où vous l'entendez. C'est écrit au sens que vous l'entendez. Non, il n'y a pas de quoi rire, oui. Il est certain que c'est une question qui vaut tout à fait la peine d'être posée, que le point se définit de l'intersection de trois plans, et avec la question qui est posée à son terme, peut-on dire qu'il est réel? Comme certainement, l'implication de ce que j'appelle la chaîne borroméenne est qu'il n'y ait entre tout ce qui est consistant dans cette chaîne, qu'il n'y ait à proprement parler aucun point commun exclut certainement le point comme tel du réel.
parce qu'une figuration du réel ne puisse se supporter que de cette hypothèse qu'il n'y ait aucun point commun, qu'il n'y ait aucun branchement, aucun Y dans l'écriture, implique certes que le réel ne comporte pas le point comme tel. Je suis tout à fait reconnaissant. Est-ce que le membre, est-ce que le nombre, si j'ai bien compris, le nombre constant dont vous parlez a un rapport avec le phallus ou avec la fonction phallique? Je ne pense justement absolument pas, enfin, je pense pour autant que ma pensée est plus qu'un symptôme. Je ne pense absolument pas, en effet, que le phallus puisse être un support suffisant à ce que Freud concevait comme énergétique, et même ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il ne l'ait jamais lui-même identifié. Quelqu'un m'écrit en chinois, ce qui est très très gentil. Quelqu'un m'écrit en chinois, non, en japonais, oui. Je peux dire que je reconnais des petits caractères. J'aimerais bien que la personne qui m'a envoyé ce texte me le traduise. Est-ce que vous êtes anarchiste? Sûrement pas. Bon. Quel peut être le statut d'une réponse faite à une élucubration à partir de laquelle elle se définirait comme symptôme? Il s'agit, dans ce que j'ai remarqué tout à l'heure, d'une élucubration qui est celle de l'inconscient. Et vous pouvez bien, vous vous êtes certainement aperçu qu'il fallait que je baisse le symptôme d'un cran pour considérer qu'il était homogène à l'élucubration de l'inconscient. Je veux dire qu'il se figurait comme noué avec lui. Ce que j'ai supposé tout à l'heure, c'est ceci. C'est que je réduisais
le symptôme qui est ici à quelque chose qui réponde non pas à l'élucubration de l'inconscient, mais à la réalité de l'inconscient. Il est certain que même sous cette forme, ceci implique un troisième terme. Un troisième terme qui ces deux ronds, pour les appeler de leur nom, le rond de ficelle, les maintiennent séparés. Alors, ce troisième terme peut être ce qu'on veut. Mais si le symptôme est considéré comme étant l'équivalent du réel, ce troisième terme ne peut être dans l'occasion que l'imaginaire. Et après tout, on peut faire la théorie de Freud en faisant de cet imaginaire, à savoir le corps, réel. Ce troisième terme ne peut être dans l'occasion que l'imaginaire. Et après tout, on peut faire la théorie de Freud en faisant de cet imaginaire, à savoir le corps, tout ce qui tient séparé les deux. L'ensemble est constitué ici par le nœud du symptôme et du symbolique. Je vous remercie d'avoir envoyé, mis à part ceci, que votre cigare tordu est-il un symptôme de votre réel? Certainement. Certainement. Mon cigare tordu a le plus étroit rapport avec la question que j'ai posée sur la droite, également tordue du même nom.